Dans cette vidéo, nous allons étudier le multiplicateur keynésien afin de mieux comprendre les effets d'une politique économique, comment est-ce qu'on peut essayer de résorber le chômage, comment est-ce qu'on peut essayer de stimuler la croissance économique pour que le produit national brut augmente. Toutes ces questions-là se fondent en partie sur l'analyse du multiplicateur ayant été popularisée par John Maynard Keynes, qui est là, dans les années 30. En 1936, il publie son ouvrage le plus connu qui est la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Et donc on voit bien Keynes que c'est un économiste. D'abord il a un livre et puis ensuite il a l'air très sérieux. Et c'est vrai que les économistes ont tendance à être très sérieux. Pour comprendre comment ça marche l'effet multiplicateur, le multiplicateur de la dépense, on va partir d'un exemple. Ça va être plus simple. On va partir d'une situation dans laquelle on est dans une économie fermée, c'est-à-dire qu'on va oublier les relations avec l'international, on va oublier qu'il y a des exportations et des importations, on va imaginer un pays fermé. On va imaginer un pays qui n'a pas d'État. Donc pour l'instant, alors je sais que le multiplicateur c'est souvent utilisé pour parler de la politique budgétaire, mais juste pour qu'on comprenne le mécanisme, on va déjà oublier le fait qu'il y a un État. On va partir d'un monde très simple, un pays dans lequel les entreprises produisent des biens de consommation et des biens d'investissement. Donc ici on a notre offre qui est égale à la demande globale. La demande globale ici, quand il n'y a pas d'État et quand il n'y a pas d'ouverture à l'extérieur, c'est la demande de consommation et la demande d'investissement. Si vous ne comprenez pas, vous revoyez les vidéos sur l'approche par la demande, l'approche du PIB par la demande. On va imaginer dans ce pays que le revenu des entreprises est de 2000. Donc on part d'une situation de base. Et donc cette valeur de la production, c'est 2000. C'est également le revenu qui est distribué aux individus. On va aussi partir du principe que les investissements des entreprises, la demande d'investissement des entreprises est égale à 200. Et que la consommation des ménages, on va faire dans une autre couleur, tiens. La consommation des ménages, c'est quoi? C'est une fraction du revenu. Donc 0,8 fois le revenu. Et puis il y a une partie qui ne dépend pas du revenu, parce que les individus, par exemple, ont du patrimoine. Donc, on a une partie qui dépend du revenu, de la consommation, une autre partie qui est dite autonome. Et ce petit, ici, ce 0,8, c'est ce qu'on appelle la propension à consommer, propension marginale à consommer, si on veut aller dans les détails, c'est-à-dire quelle est la partie du supplément de revenu que je vais consommer. Dans cette économie, si la consommation c'est 0,8, c'est-à-dire 80% du revenu auquel on ajoute les 200 de consommation qui sont puisés sur du patrimoine par exemple, on sait que la consommation des ménages ici va être donc égale à 0,8 fois 2000 du revenu distribué par les entreprises. Ça va faire 0,8 fois 2000, ça fait 1600, auquel on ajoute les 200. On va être à 1800 de consommation, d'accord ? Et comme l'investissement c'est 200, on a bien ici un équilibre sur le marché des biens et services. On part d'une situation d'équilibre sur le marché des biens et services dans lequel la valeur des biens qui est fabriquée par les entreprises est distribuée sous forme de revenus aux ménages qui peuvent le consommer. Et si on ajoute la demande de consommation et la demande d'investissement, on a une demande globale qui est exactement égale à la production, c'est-à-dire à 2000. Donc ici, on est bien dans une situation d'équilibre. L'intérêt du multiplicateur, c'est pas effectivement de partir de cette situation d'équilibre. L'intérêt du multiplicateur, c'est justement d'expliquer qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, il y a un choc, il y a une modification de certains paramètres. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie? Comment est-ce que les producteurs vont réagir face à un changement des paramètres? Alors, ici, on va supposer qu'il y a un changement dans l'investissement. L'investissement chez Keynes, c'est en partie, en tout cas en grande partie, une fonction des anticipations. Les entreprises formulent des anticipations sur l'avenir et en fonction de leur humeur, les esprits animaux, comme le dit Keynes, eh bien, en fonction de ces anticipations-là, les entreprises demandent plus ou moins d'investissement pour l'avenir pour pouvoir produire plus tard. Donc imaginons qu'on part de cette situation d'équilibre et qu'à un moment donné, les entreprises ont de meilleures anticipations sur l'avenir. Elles changent d'avis, les entrepreneurs changent d'avis et se disent, voilà, nous on pense que dans les prochaines années, ça va aller mieux, il va y avoir de meilleures perspectives de consommation, il va y avoir de meilleures perspectives concernant la croissance économique et donc on n'a qu'à investir maintenant parce qu'on est assez enthousiaste face à l'avenir. Donc imaginons que dans cette nouvelle situation, I2, je vais l'appeler I2,
n'est plus égal à 200, mais va être égal à 400. C'est-à-dire les entreprises augmentent leur demande d'investissement de 200. Quand on passe de 200 à 400, il y a une augmentation de 200. Donc, augmentation, on va l'appeler delta. La variation, si vous préférez, de l'investissement, c'est égal à 200. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on a une augmentation de la demande d'investissement de 200, eh bien, si les entreprises, à l'origine, ont produit à 2000, on voit que l'offre est égale à 2000, mais la demande globale, elle est égale à la consommation qui est de 1800 si je distribue 2000 de revenus, plus, alors là on a plus, on n'a plus les 200 de tout à l'heure, maintenant on a 400. Donc, la nouvelle demande globale, c'est 1800 plus 400, 2200. Donc, on a bien une demande qui va être supérieure à l'offre. Donc, quand la demande est supérieure à l'offre, qu'est-ce qui se passe au niveau macroéconomique? D'abord, les entreprises vont déstocker. Si elles ont du stock, elles déstockent. Donc, si elles arrivent à déstocker à hauteur des 200 supplémentaires, elles vont déstocker ce qu'elles ont. Mais qu'est-ce qui va se passer à la période d'après? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer à la période d'après. À la période d'après, les entreprises vont décider de fabriquer plus. Elles savent que maintenant, il y a eu 200 de stock, de demande globale. Donc elles se disent, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est on n'a qu'à augmenter la production de 200. Donc au lieu de produire 2000, les entreprises, en période 2, vont produire 2200. Donc Y, en période 2, on va dire, les entreprises décident de produire 2200, puisqu'elles ont déstocké de 200. Mais, ce faisant, qu'est-ce que les entreprises font? Elles répondent à cette augmentation de la demande globale de 200. Mais ce dont elles ne se rendent pas très bien compte, parce que c'est très compliqué, c'est de la macroéconomie, on raisonne à l'échelle d'un pays entier, c'est qu'en produisant 200 de plus, elles distribuent un revenu supplémentaire. Donc, la variation du revenu ici, c'est égal à 200. Afin de répondre à la variation de la demande de tout à l'heure. Donc, les entreprises fabriquent 200 en plus et distribuent 200 en plus dans l'économie. Mais comme elles distribuent 200 en plus de revenus, qu'est-ce qui se passe? Les individus, les consommateurs, les ménages, voient arriver en revenus non plus 2000 mais 2200. Donc leur consommation, ça va plus être 0,8 fois 2000 mais 0,8 fois 2200. Plus les 200 qui étaient tirés de leur patrimoine, qui étaient autonomes, indépendants du revenu. Donc les consommateurs, du fait que les entreprises produisent plus pour répondre à la demande, voient leurs revenus augmenter. Et donc ils vont eux-mêmes consommer plus. Donc là, le montant de la consommation va être égal à 1760 plus, parce que c'est 0,8 fois 2200, plus 200, 1960, d'accord? Donc la consommation, ça va être 1960. L'investissement en période 2, c'est toujours 400. C'est celui-là. Donc en période 2, la demande globale en période 2, c'est quoi? C'est 400 d'investissement plus 1960 de consommation quand on a donné aux individus 2200 de revenus. On est à 2360. Donc, qu'est-ce qui se passe en période 2? En période 2, la demande globale est toujours supérieure à l'offre en période 2, c'est-à-dire Y2. Puisque les entreprises offrent 2200 et distribuent 2200 de revenus, mais avec ces 2200, eh bien, les individus ont eux-mêmes augmenté leur consommation et les entreprises avaient déjà élevé leur niveau d'investissement. Donc la demande globale s'élève à 2360, les entreprises ont produit 2200. Elles ont produit trop peu. Si elles peuvent, elles déstockent, mais bien sûr, à la période 3, les entreprises vont produire plus. Donc Y va augmenter. Le revenu ou le produit augmente en période 3, etc., etc., etc. Et le revenu, il va augmenter jusqu'au moment où l'offre, en période N, à un moment donné, on ne sait pas quand, en période N, l'offre sera égale à la demande globale. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce mécanisme simple? Ce que ça nous enseigne, c'est que en réalité, le PIB, c'est-à-dire le produit national, a augmenté plus que proportionnellement. Il a augmenté plus vite que l'augmentation initiale de la demande. Le PIB
augmente plus vite que l'augmentation initiale de la demande globale. L'augmentation initiale de la demande globale, c'était de combien? C'était de 200 ici. On a eu un revirement d'anticipation des entrepreneurs qui ont décidé d'augmenter leurs investissements, leur demande d'investissement de 200. Il y a eu donc une augmentation de la demande globale de 200. Mais on a vu que si les entreprises avaient produit 200 en plus exactement, en réalité, elles continuent à produire trop peu. Ce qui veut dire donc que, au final, le montant total que les entreprises vont produire pour répondre à la demande est beaucoup plus fort que l'augmentation initiale de la demande. C'est-à-dire que le delta Y, c'est-à-dire la variation du revenu au final, est supérieur à la variation initiale de la demande globale. Delta I, ou en fait, je vais mettre plus simplement delta demande globale. Et c'est ça l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que une variation de la demande globale engendre un effet plus que proportionnel sur la variation du produit. Alors, si on voulait être précis, on dirait une variation de la demande globale autonome, c'est-à-dire les anticipations des entreprises, ou alors la consommation autonome des ménages, ou alors les exportations, ou alors les dépenses publiques. Et justement, l'intérêt, c'est d'analyser l'effet d'une variation des dépenses publiques. Eh bien, une variation de la demande globale entraîne une variation plus que proportionnelle du revenu. Donc pour expliquer ce qui se passe, c'est très simple. Donc vous avez une variation de la demande globale initiale. Les entreprises essayent de s'y adapter, mais en s'adaptant à cette variation de la demande globale, elles-mêmes, elles augmentent le produit, elles augmentent le revenu et elles déclenchent un processus de multiplication parce que ce revenu supplémentaire est consommé. Et donc le revenu supplémentaire est consommé et ce faisant, il augmente la demande de consommation. Et les entreprises font donc face à l'augmentation de la demande de consommation et donc elles vont devoir augmenter à nouveau la production pour répondre à cette augmentation de la consommation. Mais comme elles augmentent la production, elles augmentent le revenu et donc ainsi de suite. Elles augmentent encore une fois la possibilité de consommation des ménages qui augmentent leur demande de consommation. Les entreprises répondent en augmentant la production et donc le revenu, etc., etc. Évidemment, le multiplicateur n'est pas infini. Le multiplicateur, il dépend fondamentalement du lien qu'il existe entre les entreprises et les ménages. Si vous reprenez votre circuit économique, les ménages, ici, augmentent leur consommation. Pourquoi? Parce que les entreprises initialement ont augmenté le revenu. Et donc, on augmente le revenu, tac, 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 tac. Les ménages augmentent la consommation. Les entreprises voient que les ménages ont augmenté leur consommation. Qu'est-ce qu'elles font en période 2? En période 2, c'est en mauve. Eh bien, elles augmentent à nouveau le revenu qui rentre chez les ménages. Et les ménages décident à nouveau avec cette augmentation de revenus d'augmenter leur consommation. Et ça circule et ça circule. Donc le multiplicateur, il est basé sur cette circulation de l'augmentation du revenu. Ce mécanisme, évidemment, il n'est pas illimité parce que toute l'augmentation du revenu qui est distribuée par les entreprises n'est pas transformée en augmentation de la consommation. Si vous vous souvenez du circuit économique, le revenu se dépense, s'épargne et il permet de payer des impôts. Une partie de l'augmentation du revenu ne part pas dans la consommation, elle va partir dans les impôts. Une autre partie de l'augmentation du revenu ne part pas dans la consommation, elle part dans l'épargne. De plus, une partie de l'augmentation du revenu des individus ne part pas dans la consommation de biens et services fabriqués par ces entreprises-là, mais va partir dans la consommation de biens et services qui sont fabriqués à l'étranger, c'est-à-dire les biens d'importation, grand M. Donc, on voit bien que le multiplicateur connaît plusieurs limites, 3 limites. 1. La propension à épargner. Grand S, l'épargne. La propension à épargner, c'est-à-dire que quelle est la partie du revenu supplémentaire qu'on vous distribue que vous allez épargner. Si les ménages épargnent toute l'augmentation de revenus, l'effet multiplicateur ne fonctionne pas. Une autre limite, c'est la propension à importer. Évidemment, si le revenu additionnel, vous le dépensez en biens qui sont fabriqués à l'étranger, vous ne stimulez pas la demande sur le marché des biens et services nationaux, vous ne stimulez pas les entreprises à augmenter la production et donc le revenu, et donc l'effet de circuit, cet effet multiplicateur où l'argent circule, ne fonctionnera pas.
Autre limite, les impôts. Donc, comme je l'ai dit, la part du revenu, du supplément de revenu qui va partir en impôts. Si toute l'augmentation du revenu vous est taxée, eh bien, ça ne permettra pas d'augmenter la demande de biens de consommation aux entreprises. Ça ne permettra pas d'augmenter donc l'offre. Voici les trois limites et les trois limites du multiplicateur. Et vous constatez quoi? Qu'est-ce que c'est que SM plus T? Ce sont les fuites du circuit. Donc, le multiplicateur, il se sert justement du circuit économique pour fonctionner. Et évidemment, il est d'autant moins fort, hein, l'effet multiplicateur, qu'il y a de fuite au circuit économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Keynes, les entrepreneurs sont caractérisés par ce qu'on appelle des esprits animaux. Vous regarderez ce que ça veut dire sur Internet. Et ces esprits animaux font que l'investissement est particulièrement volatile. Il est très peu facile à prédire. Et donc, la plupart du temps, comme on l'a vu dans notre graphique, si vous vous souvenez, on a AS. Si on veut revenir à notre cadre analytique, ASAD. Hein, ici, on a les prix, ici, on a les quantités. On a dit que l'équilibre qui se formait entre l'offre et la demande globale, le PIB, c'était un PIB de sous-emploi. Ce n'était pas le PIB de plein emploi. Le PIB de plein emploi, il est là. C'est le PIB maximum que l'on peut espérer atteindre. Et souvent, l'équilibre entre l'offre et la demande ne permet pas d'atteindre ce PIB maximum parce que justement l'investissement, à cause des esprits animaux chez Keynes par exemple, ne permet pas à la demande globale d'atteindre le bon niveau. Ici, le bon niveau, ça devrait être celui-là. Hein. Mais ça ne permet pas de l'atteindre. Et donc l'idée fondamentale derrière le multiplicateur, c'est de dire que si ce ne sont pas les entreprises et les entrepreneurs qui vont permettre de faire que la demande globale soit égale à l'offre globale pour des valeurs très élevées de revenus, il faut que l'État se substitue aux entreprises. Et comment on fait? Il faut que donc l'État se substitue aux entreprises en augmentant les dépenses publiques G. Vous vous souvenez que la demande globale, c'est C plus I plus G plus X moins M. Et évidemment, ça c'est le secteur privé. Ça aussi, X moins M, c'est la demande internationale et ça c'est la demande nationale de biens de production, c'est le secteur privé. Quels sont les leviers qui peuvent être utilisés par l'État pour augmenter la demande globale? Ici, ça va être G, les dépenses publiques. Les dépenses publiques vont permettre à l'État de se substituer aux entreprises, d'ajouter à l'investissement un autre montant d'investissement public qui va permettre de stimuler la demande globale et de lancer un effet multiplicateur qui sera, je le répète, efficace uniquement dans la mesure où il n'y a pas une trop forte propension à épargner, à importer ou un trop fort taux d'imposition.